Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, gestion des inondations à Keur Massar. Plus de 50 habitations ont été extirpées des eaux grâce au plan Orsec. Des séances de désinfection et de délarvation ont été effectuées par le service d'hygiène afin de permettre aux ménages de rejoindre leur domicile. Mais les habitants ne réclament qu'une chose, une canalisation pour mettre fin à ces inondations. L'affaire Souleymane Teliko, une agression sans précédent contre la justice et les magistrats, selon Amnesty International Sénégal. Pour Seydi Gassama, la traduction du président de l'UMS devant le Conseil de discipline vise à intimider tous les magistrats de ce pays. La société civile se range derrière Teliko et appelle les Sénégalais à la mobilisation pour l'arrêt immédiat de la procédure enclenchée par le ministre de la Justice. Le ministre Mansour Faye se soumet à l'obligation de rendre compte de sa gestion aux Sénégalais et tout organe de contrôlabilité, y compris l'OFNAC, si celle-ci a compétence de convoquer un ministre. Face à la presse ce vendredi, le ministre du Développement communautaire informe par ailleurs détenir des preuves de sa fameuse audience avec le leader du PASTEF Ousmane Sonko, des preuves qu'il compte divulguer une fois autorisées par Sonko. Le président américain Donald Trump a été désigné disséminateur en chef de fausses informations sur le Covid-19 par des chercheurs aux États-Unis qui ont mené la première étude sur la désinformation dans les médias à l'heure du coronavirus publiée hier. L'actualité sportive et info éco complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dièye. Marie-Rosalie Ndiaye. Perturbations dans la distribution de l'eau à Dakar et environ, la société Seno et la SONES vont entamer à partir de ce samedi des travaux de maintenance sur les ouvrages de production et de transport d'eau potable de Keur Massar, Méré et au niveau du front de terre. Toutes les équipes sont déjà mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations. Un retour à la normale est prévu à partir du jeudi 8 octobre. Diriba, directeur des territoires et des opérations de Seno, avec Ndeye Mariam Ndiaye. Ce sont des travaux destinés à améliorer l'alimentation en eau sur tout l'axe entre Tivaouane et Dakar. Une partie de ces travaux est conduite par la SONES, la Société nationale, qui est en charge des nouveaux investissements. Vous savez que le projet de KMS3 évolue un peu vers son terme. La troisième conduite qui doit venir du lac de Guiers est prête et elle doit être raccordée sur le surpresseur de Méré. Cela offrira une grande flexibilité au système d'alimentation en eau de Dakar. Mais nous profitons aussi de cette journée pour faire d'autres travaux sur un autre site névralgique du système d'alimentation en eau de Dakar. C'est l'usine qu'on appelle l'usine du Point B et qui est située à la Cité des Eaux. C'est de cette usine que partent presque toutes les eaux qui alimentent le plateau, qui alimentent la zone de Ouakam, qui alimentent la zone des Sicap, Colobane, etc. Donc c'est un site qui a besoin de travaux d'entretien assez lourds et nous avons effectivement prévu de les faire pendant cette période-là où je pense avec le Grand Magal de Touba, Dakar a l'habitude de connaître une forte baisse de la consommation. Et bien sûr, vous avez mobilisé des équipes pour réduire au minimum les effets de ces perturbations. Absolument, absolument. Comme chaque fois que nous faisons des arrêts d'envergure comme ça, il y a un dispositif articulé sur plusieurs points. Cette fois-ci, je pense que le calage de ces travaux durant cette période du Magal permettra d'intervenir dans une relative quiétude, étant entendu que les besoins en consommation d'eau dans cette période vont baisser sur Dakar. Donc c'est déjà un premier facteur d'allègement des manques d'eau habituels. Voilà donc des perturbations notées dans la distribution de l'eau à Dakar et environ dès demain samedi. C'est dû à des travaux de maintenance sur les ouvrages de production et de transport d'eau potable. Un retour à la normale est prévu à partir du jeudi 8 octobre. Inondation aux parcelles assainies de Keur Massar à l'unité 14 sur 200 maisons. Plus d'une cinquantaine sont libérées des eaux suite à la demande des populations. La sous-brigade d'hygiène de Rufisque y a effectué une descente pour procéder à la désinfection
désinfection, désinsectisation et délarvation. Des habitants qui réclament une canalisation pour mettre fin aux inondations de Nizia Sambou. À l'image des unités 3 et 9, l'unité 14 des Parcelles Assainies a aussi été fortement touchée par les inondations. Damsey, délégué du quartier unité 14 de la commune de Djakhaï, parcelle Niakoulrap. Les inondations ont causé d'énormes dégâts au niveau de notre quartier de l'unité 14. Bon, il y a des familles, des ménages coincés qui n'arrivaient pas à sortir. Même le jour de la Tamkharit, certains ménages ne pouvaient pas même aller au marché pour régler leurs problèmes de dîner de Tamkharit. En plus de cela, au niveau des ruissellements, le mélange d'eau et d'ordures, là aussi, tout est mélangé avec l'eau. Une situation qui a occasionné des maladies. Babacar Barry témoigne. Tout le monde est tombé malade dans cette maison. Ma femme est là, sa grande sœur est là. Elle était malade, on l'a hospitalisée. Il y a mon fils qui était malade. Et ma fille, à cause des eaux. Il y a beaucoup de moustiques ici. On a eu beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, avec le plan Orsec, sur près de 200 maisons, plus d'une cinquantaine sont libérées. Les habitants ont fait appel au service d'hygiène. Major Mamoudou Thiamfaye, chef de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. On est à Djakhaï pour faire une opération de désinfection, d'abord désinsectisation et de délarvation. Délarvation pour quand même tuer les larves de moustiques. Donc, du moment qu'il y a des maisons qui étaient occupées par les eaux, nous, service d'hygiène, on peut intervenir après l'évacuation de ces eaux-là. Donc si on parvient avec ces eaux-là, le service d'hygiène intervient pour faire la désinfection, la désinsectisation de ces eaux. Et également, nous avons fait la délarvation. Parce que hier, le préfet du département a appelé pour une intervention au niveau de l'unité 14 et unité 9. Mais malheureusement, au niveau de l'unité 9, les eaux ne sont pas encore sorties des maisons. Il y a unité 14 qu'on est parvenu à faire une désinfection et une désinfection de 54 maisons qui ont été libérées par les eaux. Un geste bien apprécié par les habitants de la localité. Mais Aliou Diouf, professeur de PS à la retraite, estime que la seule solution pour mettre fin à toutes ces difficultés demeure l'assainissement. On interpelle Monsieur le Président de la République. Il nous faut une action, pas ponctuelle, mais une action structurelle. Il faut que l'assainissement au niveau de l'unité 14, des unités 3 et autres, de Pikine Rufisque Djakhaï, que ça se fasse. Sinon, les problèmes vont demeurer. Ici, la solution, la seule qui s'impose, c'est de faire des assainissements. Djakhaï, Denisia Sambo pour Sud FM. Affaire Télico, dans une déclaration de soutien à l'UMS, la société civile dénonce cette tentative de musellement initiée par Malick Sall avec l'aval du président Macky Sall, une agression sans précédent contre la justice. La société civile demande l'arrêt de la procédure et appelle les Sénégalais à la mobilisation pour dire non. Seydi Gassama de Amnesty Sénégal fait partie des signataires. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Évidemment, ce soutien se justifie par notre très grande inquiétude par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment est certainement une agression sans précédent contre la justice et contre les magistrats. La procédure qui a été initiée par le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, avec l'aval du président Macky Sall, il ne peut pas prendre cette décision sans avoir l'aval du président Macky Sall, de traduire le président de l'Union des magistrats du Sénégal devant le conseil de discipline, parce que simplement il a fait une déclaration où il donnait son appréciation d'une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Décision qui concerne une affaire qui a été maintenant définitivement jugée au Sénégal. Et donc, en aucune manière, sa déclaration ne peut influencer justement cette affaire-là. Donc, nous estimons que cette procédure vise simplement à l'intimider, à intimider tous les magistrats de ce pays, à faire en sorte qu'ils se taisent par rapport à toutes les atteintes à l'indépendance de la justice, à toutes les atteintes à l'indépendance des magistrats que le gouvernement commet et qu'il est certainement en voie de continuer à commettre de façon massive dans l'avenir. Donc, nous disons non, disons que c'est une procédure injuste, elle doit s'arrêter immédiatement et nous appelons les Sénégalais à se mobiliser, n'est-ce pas, pour faire barrage à cette agression sans précédent contre l'indépendance de la justice dans notre pays. Seydi Gassama, le président d'Amnesty Sénégal, sera notre invité après la page sport. Supposée audience accordée à Ousmane Sonko, le ministre Mansour Faye dit avoir l'élément sonore confirmant la tenue de cette audience, précise la date et le lieu, mais fait abstraction de l'objet de cette rencontre et demande à Ousmane Sonko le feu vert pour diffuser l'élément. Étant agent de l'État, le ministre Mansour Faye se dit également dans l'obligation de se soumettre à tout organe de contrôle pour la reddition des comptes. Voici un extrait de sa déclaration recueillie par Babacar Samb. Je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. Aussi rappeler que dans ma gestion quotidienne, empreinte d'éthique,
j'ai toujours à l'esprit l'idée de rendre compte aux Sénégalais et à qui de droit. Revenant sur des propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, et durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée, et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parcha. Et ce, devant aux hauts fonctionnaires de l'État et magistrats de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre, tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais comme m'y oblige la loi. À l'instant donc, le ministre Mansour Faye qui se dit également dans l'obligation de se soumettre à tout organe de contrôle pour la reddition des comptes. Il était avec Babacar Samb. Parlons à présent de l'évolution du Covid-19 au Sénégal. Un décès, 32 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 4 sont des cas importés, 23 issus de la transmission communautaire et essentiellement recensés à Dakar, suivant les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1213 tests réalisés, 32 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 5 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 23 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 3, Rufisque 3, Guédiawaye 2, Ouakam 2, Popenguine 2, Almadies 1, Cité Douane 1, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Fatick 1, Keur Massar 1, Liberté 4 1, Malika 1, Pikine 1, Thiaroye 1 et Tivaouane 1. 156 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 1er octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 051 cas ont été déclarés positifs, dont 12 694 guéris, 312 décédés et donc 2044 patients sous traitement. Sud FM, l'info, c'est ici. Campagne de reboisement lancée par le ministre de l'Environnement dans la région de Matam, plus de folklore que d'utilité selon les amis de la nature. Ils sont catégoriques, sans suivi sur les 6 000 arbres que les autorités ont déclaré avoir plantés. Seule une dizaine va survivre. Ils proposent d'impliquer les jeunes pour assurer la survie des arbres plantés à Matam. Abdourahmane Diène. Le ministre de l'Environnement, accompagné d'une très forte délégation, a terminé sa campagne de reboisement dans la région de Matam la semaine dernière. Une tournée bien pompeuse où plus de 6 000 arbres ont été déclarés, plantés. Un procédé peu efficace selon Abdourahmane Ba, agent de développement. Il ne s'agit pas de faire du folklore, que le ministre vienne, qu'on mette de la musique, beaucoup d'argent, de voitures. Il ne s'agit pas de ça. Ça fait pratiquement plus de 5-6 ans que je participe à des campagnes de reboisement. Mais parmi les arbres qu'on a plantés, aucun arbre n'a survécu. Pour cet homme connu sous le sobriquet de Pelé, cette tournée du ministre était tout sauf une campagne de reboisement. Quand quelqu'un me dit c'est une campagne de reboisement, il faut revoir. On plante 100 arbres et au bout du compte, il n'y a qu'un seul arbre qui vit. Alors les 99 sont morts. Chaque année, on répète, on fait la même chose. Mais il faut arrêter. Il faut trouver une autre façon de faire une campagne. Et parmi les 6 000 arbres plantés, seule une dizaine survivra. D'où la nécessité de mettre plus l'accent sur le suivi et l'entretien, dit-il. C'est mieux que de planter partout des arbres, il n'y a pas de suivi, personne n'arrose. Il faut aussi faire une autre politique. Utiliser les jeunes.
Les ASC, il faut les utiliser. C'est des jeunes qui sont là, qui font rien. On prend 3 ou 4 jeunes ou 5 jeunes qui vont s'occuper de ces arbres-là. On les paie, on les motive. Tu vois, chaque matin, ils vont voir. Est-ce que le grillage n'est pas démoli? C'est des jeunes qui vont avoir des occupations qu'on va motiver et la campagne va réussir. Sinon, on passera plus de 100 ans à planter des arbres qui ne vivront jamais. C'est pas bon. Le reboisement commence peu à peu à s'installer dans les habitudes communautaires de la région, mais il reste freiné dans son envol par une absence de politique de suivi. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. À Madagascar, après la tisane miracle contre le Covid-19 baptisée Covid Organics ou CVO, présentée par les autorités comme un remède du virus, le président malgache Andry Rajoelina a lancé ce vendredi la version gélule de cette potion à base de plantes. Selon les statistiques officielles du gouvernement, 7 millions de personnes ont été testées la tisane Covid Organics à Madagascar, mais à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé son efficacité. L'usine située près de la capitale Antananarivo peut produire jusqu'à 32 000 de gélules par jour et détient déjà un stock de 275 millions largement distribués sur l'île. La tisane Covid Organics a également été envoyée dans plusieurs pays, essentiellement africains. En mai, l'OMS a mis en garde contre toute tentation de promouvoir son test scientifique, la potion vantée par Andry Rajoelina. Madagascar a enregistré 16 493 cas de Covid-19 et 232 décès pour 25 millions d'habitants. Donald Trump, testé positif au Covid-19, présente des symptômes légers. Son épouse Melanie Trump dit se sentir bien. Une annonce qui intervient au moment où la première étude d'ampleur sur la propagation d'informations erronées sur le Covid-19 par les médias publiée hier a conclu que le président américain Donald Trump est la principale source de la désinformation. Il a été désigné disséminateur en chef de fausses informations sur le Covid-19 par des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis qui ont mené la première étude sur la désinformation dans les médias à l'heure du coronavirus publiée hier. Ces propos sont à l'origine de 37,9% de tous les articles véhiculant à dessein ou involontairement des rumeurs infondées sur la maladie, ont découvert ces scientifiques qui ont analysé 38 millions d'articles anglophones dans le monde publiés entre janvier et fin mai. C'est bien plus que toutes les autres sources et amplificateurs de fake news combinés, que ce soit des forums sur Internet ou par des commentateurs sur des chaînes ultra-conservatrices comme One America Network. En sport, football, préparation de la double confrontation contre la Guinée-Bissau pour les éliminatoires de la CAN 2022. 2 matchs amicaux contre le Maroc et la Mauritanie. Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié une liste de 25 joueurs, dont 5 nouveaux dans la tanière. Aliou Cissé joue dans l'incohérence selon le journaliste sportif Mbaye Sène, l'international. Il est au micro d'Odile Minkelan. On a remarqué de nouvelles têtes, notamment l'arrivée de Ngoubou Kamara, le gardien de but de Strasbourg. On a vu aussi l'arrivée de Lopi, le sociétaire du Football Club de Sochaux. Mais à mon avis, c'est bien de ramener de nouvelles têtes. C'est important, on lui reproche cela, mais quand même la constance. On ne peut pas avoir un Ibrahima Niane qui est étincelant. Avec le Football Club de Metz, on ne le voit pas sur la liste. Un Habib Diallo qui joue pour des matchs, ça se comprend, qui est susceptible d'être transféré dans un autre club. L'arrivée de nouveaux joueurs, d'accord, mais je note une certaine incohérence. On a l'habitude de prendre des joueurs qui sont compétitifs. Pourquoi pas l'arrivée de Patrice Demba Cissé qui fait partie des meilleurs buteurs des grands championnats européens. Ma seule inquiétude demeure sur cela. Honnêtement, je note une certaine incohérence de la part du coach national. C'est une liste qui est content pour la double confrontation face au Mourabitoune et face au Lion de l'Atlas. Je parle de la Mauritanie et du Maroc. Est-ce que cette liste, le coach va sélectionner ses joueurs? Rappelons qu'il y a un certain Alfred Gomis, pour moi, qui part deuxième gardien de but dans l'équipe nationale. Il n'a pas été appelé, ça se comprend. On est toujours sur son transfert entre Dijon et Rennes. Il y a aussi d'autres joueurs qu'on n'a pas vus. Un Mbaye Amadignan avec le stade de Rennes. Il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas vus qui ont l'habitude de faire partie de la liste d'Aliou Cissé. Est-ce que ça sera cette liste qui sera d'office pour la double confrontation face au Bissau-Guinéen? Ça m'étonnerait. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une certaine incohérence de la part du sélectionneur national.
Le Sénégal joue contre le Maroc le 9 octobre prochain à Casablanca et contre la Mauritanie le 13 de ce mois au stade Lat Dior de Thiès. 2 matchs amicaux pour préparer la double confrontation contre la Guinée-Bissau le mois de novembre prochain. Des matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN 2022. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du président d'Amnesty Sénégal qui s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye sur le soutien de la société civile dans l'affaire Télico. Seydi Gassama, bonjour. Vous êtes le directeur de Amnesty Section Sénégal. Alors, la société civile, dans sa globalité, a sorti un communiqué. Qu'est-ce qui justifie ce soutien à l'UMS? Évidemment, ce soutien se justifie par notre très grande inquiétude par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment est certainement une agression sans précédent contre la justice et contre les magistrats. La procédure qui a été initiée par le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, avec l'aval du président Macky Sall, il ne peut pas prendre cette décision sans avoir l'aval du président Macky Sall, de traduire le président de l'Union des magistrats du Sénégal devant le conseil de discipline, parce que simplement il a fait une déclaration où il donnait son appréciation d'une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Décision qui concerne une affaire qui a été maintenant définitivement jugée au Sénégal, et donc en aucune manière sa déclaration ne peut influencer justement cette affaire-là. Donc nous estimons que cette procédure vise simplement à l'intimider, à intimider tous les magistrats de ce pays, à faire en sorte qu'ils se taisent par rapport à toutes les atteintes à l'indépendance de la justice, à toutes les atteintes à l'indépendance des magistrats que le gouvernement commet et qu'il est certainement en voie de continuer à commettre de façon massive dans l'avenir. Donc, nous disons non, disons que c'est une procédure injuste, elle doit s'arrêter immédiatement et nous appelons les Sénégalais à se mobiliser, n'est-ce pas, pour faire barrage à cette agression sans précédent contre l'indépendance de la justice dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le fil du dialogue peut être renoué? Le fil du dialogue peut être renoué. Je dirais même qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche la justice de retrouver la sérénité. Rien n'empêche. Il suffit simplement que Maître Malick Sall et Macky Sall arrêtent cette agression qu'ils sont en train de perpétrer contre la justice et contre les magistrats. Il faut qu'ils l'arrêtent. Dès qu'ils l'arrêtent, les problèmes sont terminés. Les problèmes, c'est eux qui ont créé ça. C'est l'exécutif qui a créé les problèmes dans lesquels le pays se trouve aujourd'hui. Et c'est vraiment une première dans l'histoire de ce pays-là que les magistrats, n'est-ce pas, se braquent aujourd'hui et soient prêts, n'est-ce pas, à en découdre avec le pouvoir exécutif. C'est une honte pour ce pouvoir-là et je crois qu'il est temps qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, cette distraction. Le peuple sénégalais est aujourd'hui préoccupé. Il y a les inondations, il y a la Covid-19, il y a beaucoup d'autres défis auxquels le pays est confronté. Il faut arrêter de distraire les gens par cette procédure qui est totalement injustifiée et qui vise, encore une fois, à empiéter sur l'indépendance des magistrats, à les intimider et à faire en sorte qu'ils restent, n'est-ce pas, évidemment sous les injonctions que l'exécutif pourrait leur donner. Quel impact de cette guerre dans le fonctionnement de la justice? Elle a déjà un impact énorme. On est sorti d'une grève des greffiers qui a apporté d'énormes préjudices aux citoyens. Cette grève n'est même pas encore terminée. On ouvre un autre front avec les magistrats. Si aujourd'hui les magistrats décident de passer à l'action, évidemment, c'est les citoyens qui vont encore payer, y compris les personnes privées de détention. Mais c'est toute l'image du pays au niveau international qui va prendre un sacré coup. Un sacré coup parce que pour une fois, les magistrats ne se mobilisent pas pour des questions de salaire, ils se mobilisent pour défendre leur indépendance. Pour défendre leur indépendance et pour protéger, n'est-ce pas, un des leurs contre une tentative de persécution du pouvoir exécutif. Et cela, vraiment, c'est une véritable honte pour un pays qui se réclame état de droit, pour un pays qui dit que dans sa constitution, la séparation du pouvoir est consacrée et que l'exécutif respecte cette séparation du pouvoir. Et dans cette guerre, certains ressorts comme ceux de Dakar exigent même le départ du ministre Malick Sall. Oui, évidemment, c'est une position du comité de ressort de Dakar. Nous, en tant que société civile, ce que nous disons, c'est que le pouvoir exécutif doit revenir à la raison et arrêter immédiatement cette procédure injustifiée pour permettre à la justice sénégalaise de continuer à fonctionner de façon indépendante et à garantir les droits et libertés des citoyens. Seydi Gassama, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de Amnesty Section Sénégal. Place à présent au journal de l'économie avec Radissène. La B6
Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. La croissance économique du Sénégal en baisse de moins 0,7% à cause de la crise sanitaire. Est-il possible de relever ce chiffre en une année, voire deux, comme le souhaite le chef de l'État? Écoutons les explications du Dr Mamor Sène, membre de l'ARED. La croissance économique se manifeste par une augmentation significative de la production des biens et services. Le président Macky Sall a annoncé une augmentation de la croissance à 2 chiffres d'ici 2021 voire 2022. Alors pour que cela soit possible, il faut que tous les secteurs de l'économie arrivent à répondre par les canaux de consommation et d'investissement. Alors mais l'échéance pose problème parce que si vous regardez l'augmentation de notre croissance ces dernières années, c'est de 1% d'année en année. Donc je pense que c'est bien possible, mais est-ce que cela est réaliste en 2021? Atteindre 5,2% est bien possible pour l'année prochaine, selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Amadou Hott donne les raisons. Avec l'hivernage qui est exceptionnel, avec l'augmentation drastique du budget de la campagne agricole qui est passée de 40 milliards à 60 milliards en une année, donc 50% d'augmentation, avec l'augmentation des surfaces emblavées, avec plus d'agriculteurs dans le monde rural, nous avons vu beaucoup de personnes quitter le monde urbain, aller vers le monde rural cultivé. Durant la visite qu'on a effectuée avec son Excellence le Président de la République, on a vu nous-mêmes vraiment que cette année, la production agricole sera exceptionnelle. Donc avec cette production qu'on espère record, on aura les résultats d'ici quelques semaines. Ce PIB, moins 0,7% en prévision, encore une fois c'est des prévisions. Les résultats, on ne les verra que ex post, mais il faut faire des prévisions et en général, les prévisions ne sont pas trop loin des résultats vraiment mesurés. Avec donc cette meilleure production agricole espérée, nous pensons que la croissance sera supérieure au moins 0,7% énoncé. Pour l'année prochaine, ce sera 5,2%, l'année suivante 7,2%. Encore une fois, c'est des prévisions avec des hypothèses qui sont quand même très solides. Pour donner un exemple, ce n'est pas choquant de passer de moins 0,7% à 5%. La France sera en récession cette année avec moins 10%, un peu moins 10, moins 10,5%, en récession cette année en 2020. Mais leur croissance estimée l'année prochaine, c'est plus 7,5%. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 28 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Gestion des inondations à Keur Massar, plus de 50 habitations ont été extirpées des eaux grâce au plan Orsec. Des séances de désinfection et de délarvation ont été effectuées par le service d'hygiène pour permettre aux ménages de reprendre leur domicile. Mais les habitants ne réclament qu'une chose, une canalisation pour mettre fin à ces inondations. L'affaire Souleymane Teliko, une agression sans précédent contre la justice et les magistrats, selon Amnesty International Sénégal. Pour Seydi Gassama, la traduction du président de l'UMS devant le conseil de discipline vise à intimider tous les magistrats de ce pays. La société civile se range derrière Teliko et appelle les Sénégalais à la mobilisation pour l'arrêt immédiat de la procédure enclenchée par le ministre de la Justice. Le ministre Mansour Faye se soumet à l'obligation de rendre compte de sa gestion aux Sénégalais et à tout organe de contrôlabilité, y compris l'OFNAC, si celle-ci a compétence de convoquer un ministre. Face à la presse ce vendredi, le ministre du Développement communautaire informe par ailleurs détenir des preuves de sa fameuse audience avec le leader du PASTEF Ousmane Sonko, des preuves qu'il compte divulguer une fois autorisées par Sonko. Le président américain Donald Trump a été désigné disséminateur en chef de fausses informations sur le Covid-19 par des chercheurs aux États-Unis qui ont mené la première étude sur la désinformation dans les médias à l'heure du coronavirus publiée hier. Mise en onde assurée par Pape Laïdier. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre chronique Sud Éducation qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dian.